Merci d'assister à cette présentation. Alors c'est vrai, comme le disait Sabrina, en cette période troublée et pesante, il faut bien le dire, et surtout après le confinement, on a tous eu envie, enfin beaucoup d'entre nous en tout cas, ont eu envie de s'échapper, de partir un peu au vert. Et moi-même, dans mon petit appartement parisien, je me disais pendant le confinement, oh là là, qu'est-ce que je serais bien au Costa Rica. Et c'est vrai, c'est un pays vraiment ressourçant, vivifiant et où on est en contact avec la nature et ça fait beaucoup de bien. Alors, petite présentation générale en quelques chiffres. Le Costa Rica, c'est un pays qui est petit, qui fait un peu plus de 51 000 km², donc c'est un dixième de la France, environ la taille de la Slovaquie. Il y a un peu plus de 5 millions d'habitants. C'est une population jeune, l'âge médian est de 31 ans, et avec un taux d'alphabétisation de 99%, donc ce qu'on a en Europe, hein, et un PIB de 12,138 dollars par habitant, c'est-à-dire assez élevé, par exemple, comparativement au Nicaragua, où il est à 2028 dollars. Donc c'est un pays déjà où on vit bien. La situation géographique, alors, pays d'Amérique centrale, qui se trouve, qui se trouve entre la mer des Caraïbes à l'est et l'océan Pacifique à l'ouest, une frontière avec le Nicaragua au nord, marquée entre autres par le Rio San Juan, et au sud, une frontière avec le Panama. Donc, c'est un pays qui, comme je vous disais, est petit. Les distances sont assez courtes. Entre Punta Arenas et Limon, il y a 246 km, pardon. On met à peu près 4 heures, 4h30 pour traverser. À peu près 7 heures du nord au sud. Donc, ça se fait assez facilement. On n'est jamais très loin de la mer au Costa Rica. Et puis, quand on regarde la carte, très vite, on perçoit un peu le, disons, la géographie et les reliefs. Il y a la forêt humide tropicale qui est plutôt sur la mer des Caraïbes, et puis plutôt une forêt tropicale sèche dans la péninsule de Nicoya. Et vous voyez que le pays est coupé. Alors, on a l'impression que c'est une grande chaîne de montagnes. En fait, ce sont plusieurs cordillères qui sont sur la ceinture de feu du Pacifique. Donc, il y a effectivement beaucoup de volcans au Costa Rica. On en compte 112, mais il y en aurait en fait 5 qui sont vraiment actifs. Alors, je vais retourner peut-être juste là, je suis un peu passée. Voilà l'Arenal. C'est le volcan mythique du Costa Rica. C'est vraiment le symbole du Costa Rica. Vous voyez, entouré de végétation. Et ce volcan qui est actif, il ne faut pas oublier quand même que c'est un des 10 volcans les plus actifs de la planète, hein. Donc, il se trouve ici. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la souris, mais dans le nord du pays, dans la province d'Alajuela. Et San José, la capitale, se trouve ici. Donc, c'est vraiment au centre du pays et elle est entourée de volcans. Il y a le volcan Poas, qui n'est pas très loin. Depuis 2017, on peut monter sur le volcan parce qu'il est actif. Et puis, à une trentaine de kilomètres, on a le volcan Irasu qui est actif aussi, mais on peut quand même monter sur ce volcan. C'est d'ailleurs une très belle balade. Et quand on arrive en haut, on dit qu'on. Moi, alors, je n'ai pas eu la chance de le voir, mais quand on arrive en haut, s'il fait beau, on peut voir et la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique. Donc, c'est vraiment impressionnant. Le volcan Irasu, il y a une petite anecdote, c'est que bon, il est actif et il y a une des dates d'éruption qui est très connue parce que c'est en 1963 parce que John Fitzgerald Kennedy, le jour où il arrivait au Costa Rica, eh bien, peut-être en signe de bienvenue, je ne sais pas, le volcan Irasu a eu une éruption qui a duré quand même pas mal de temps. Voilà, il y a un autre volcan qui est une autre forme, le Rincon de la Vieja, qui est au nord, vous voyez. Et alors là, on ne peut pas monter non plus sur celui-là, mais tout autour, il y a d'autres formes éruptives, je dirais. Il y a des fumerolles, des geysers de boue, des sources d'eau chaude. Et d'ailleurs, on peut toujours se balader dans tous ces volcans. Si on ne peut pas monter sur les volcans, on peut au moins se balader dans les parcs autour. Et là, le Rincon de la Vieja est connu aussi pour des sources d'eau chaude. Donc, pour revenir à San José, qui se trouve c'est le cœur géographique du pays, mais aussi le cœur économique. San José se trouve sur un plateau qui est à peu près à 1000 mètres d'altitude et qu'on appelle la vallée centrale. Alors, la capitale est entourée de volcans, comme vous l'avez vu. Et si on compte en général 360 000 habitants, en fait, c'est beaucoup plus gros que ça, parce qu'avec les villes autour, Alajuela, Heredia, Cartago, c'est toute une zone, une agglomération qui regroupe
enfin, pratiquement la moitié de la population du Costa Rica, en fait. C'est vraiment le cœur actif. Alors, comment s'organise au niveau économique le Costa Rica? Donc, le secteur primaire, tout d'abord. Le Costa Rica est le leader mondial dans l'exportation des bananes, de l'ananas, du café, c'est de l'arabica, et également la canne à sucre, de noix de macadamia, pommes orientales. C'est principalement destiné quand même à l'Europe du Nord et l'Asie. Donc, une grosse partie pour le secteur primaire, mais le secteur secondaire n'est pas en reste. Et souvent, en fait, on ne connaît pas cet aspect du Costa Rica. Il est le premier exportateur en Amérique latine pour tout ce qui concerne les technologies de pointe. Ça représente quand même 40% du total des exportations industrielles. Donc, c'est quand même un pôle important. Et puis, enfin, il y a le secteur tertiaire. Le secteur tertiaire, c'est en gros le tourisme. Le tourisme au Costa Rica représente, on accueille pratiquement 2 millions de touristes au Costa Rica par an. Donc, vous voyez, c'est quand même énorme. Et c'est une grosse rentrée de devises pour le pays. Et surtout, il ne faut pas avoir peur quand je vous dis, voilà, 2 millions pour un pays de 5 millions d'habitants. En fait, il y a beaucoup de touristes qui viennent d'Amérique du Nord. Et c'est vrai que les Américains n'ont pas du tout les mêmes envies que nous, Européens, et nous, Français, je dirais. Donc, ils aiment le tourisme balnéaire. Donc, ils vont plutôt sur la côte du Guanacaste, en fait, la péninsule de Nicoya, dans de grands hôtels-clubs. Ils aiment les sports nautiques. Donc, ce n'est pas du tout ce que nous, on recherche. Et en plus, chez Explorator, donc, vous n'aurez pas de soucis. Vous n'aurez pas l'impression d'être plein de touristes. Au contraire, on va vraiment dans des petits lieux. Nous, on va dans des petits hôtels, des petites structures. Donc, vous aurez vraiment l'occasion de profiter du Costa Rica et des habitants sans problème. Alors, pourquoi un tel engouement pour le Costa Rica quand on compare par exemple aux pays voisins? Eh bien, parce que le Costa Rica s'est rapidement positionné comme un pays modèle en matière d'énergie et de développement durable et de protection de l'environnement. Alors, il faut savoir que la forêt recouvrait 99% du territoire à l'origine. C'est surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle, ça s'est assez accéléré. Il y a eu une déforestation massive parce que les agriculteurs avaient besoin de terre pour l'ananas, les bananes, le café. Et en fait, petit à petit, on a grignoté un peu sur la forêt. Et c'est là que le Costa Rica montre une ouverture d'esprit et de visionnaire. Ils ont vraiment réduit, ils ont dit stop, ça ne peut pas continuer comme ça. En 1955, il y a eu le premier parc national créé à Cabo Blanco, c'est sur la péninsule de Nicoya, également côté Pacifique. Donc ce parc a été créé par deux Suédois, donc Nils-Olof Westberg et Karen Morgensen. Ils ont créé ensuite un autre parc au sud du pays. C'était vraiment, eux, ça a été un peu le détonateur. Ils ont compris qu'il fallait protéger cette nature incroyable. Et donc aujourd'hui, avec tout ce qui a été fait, on arrive à un quart du pays qui est protégé et la forêt est répartie sur 55% du territoire et les terres agricoles représentent 34%. Donc c'est vraiment la nature qui domine et qui est respectée pour ça. Le Costa Rica, d'ailleurs, a été érigé en modèle lors de la COP 21 pour l'exploitation intelligente de ses ressources naturelles. D'ailleurs, en 2019, ça, je pense qu'il faut quand même le signaler, le Costa Rica a produit près de 93% de son énergie, de son électricité, à partir d'énergies renouvelables. Et le président actuel, Carlos Alvarado, a pour objectif d'être parmi les premiers à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Et je pense vraiment qu'ils seront les premiers parce qu'ils font beaucoup d'efforts pour ça. Et en fait, aussi, la spécificité du Costa Rica, ce n'est pas lutter les uns pour l'environnement et les autres pour le progrès économique. Ils ont vraiment réussi à trouver un juste équilibre entre l'évolution économique et le bien-être de leurs habitants et le respect de la nature. Et on a beaucoup de leçons à prendre de ce petit pays. Alors, justement, pour comprendre comment on a pu en arriver à cette situation aujourd'hui, voilà un petit rappel historique. Alors, évidemment, un peu très, très, très résumé, mais je pense que ça aide quand même à comprendre le pays actuel. Donc, bien sûr, le pays a été découvert
pendant le 4e voyage de Christophe Colomb, il a découvert l'île d'Uta, qui est en face de Puerto Limón, qui se trouve dans la mer des Caraïbes. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu des Indiens, ils ont été accueillis par des Indiens qui avaient des parures en or, et ils ont tout de suite pensé que ce serait un pays très riche. Ils l'ont appelé la Costa Rica, la côte riche, et en fait, ils n'ont pas trouvé d'or. Et ça a été un peu difficile parce qu'il n'y avait pas de grande civilisation précolombienne comme dans d'autres pays, mais néanmoins, la cohabitation a été difficile et les Indiens ont beaucoup lutté. Et malheureusement, ils ont été beaucoup décimés parce qu'à l'arrivée au début du XVIe siècle, il y avait encore 400 000 Indiens et 70 ans après, il n'y en avait déjà plus que 21 000, disséminés par évidemment les maladies que les Espagnols ont pu amener malgré eux. Et d'ailleurs, les Espagnols ont souffert aussi des maladies tropicales. Mais sautons directement au XIXe siècle, qui est un siècle important pour le Costa Rica, parce que ça marque 1821, c'est l'indépendance du pays. Et très vite, le Costa Rica, le Nicaragua, le Honduras, le Salvador et le Guatemala vont créer une fédération des provinces unies d'Amérique centrale. En fait, ça ne va pas durer très longtemps et chacun va retourner à son indépendance. Et en 1824, donc le 19e siècle, c'est vraiment un siècle de réforme et une période instable d'ailleurs pour toute l'Amérique centrale. 1824, c'est l'abolition de l'esclavage. Et en fait, ces pays qui étaient nouvellement indépendants se sont retrouvés tout d'un coup dépendants du commerce avec deux puissances, entre autres. C'était la Grande-Bretagne et les États-Unis qui vont en fait, quelque part un peu profiter de l'instabilité de la région pour commencer à entretenir des rapports commerciaux, à commercer avec cette région, intéressés bien sûr par les ressources qu'ils possédaient. Donc, pays un peu soumis à la convoitise de tous, je dirais, jusqu'à, comme exemple, par exemple, le fameux William Walker, qui était un flibustier américain, qui a décidé de s'approprier, alors, entre autres, je résume, mais le Nicaragua, il voulait en faire un État esclavagiste, et il s'est même autoproclamé président du Nicaragua, il était soutenu par les États-Unis. Et le Costa Rica, voyant ce danger arriver vers eux, a levé une armée et a réussi à repousser les hommes de William Walker. Et pour la petite histoire, Walker, qui a essayé également au Honduras, en fait, est mort fusillé. Donc, il faut lutter contre cette convoitise, ce qui n'était pas évident. Et malgré tout, le pays, petit à petit, se construit et met des réformes. 1869, c'est un système d'éducation primaire obligatoire et gratuit qui est créé. Et 1882, l'abolition de la peine de mort. Je pense que c'est vraiment important à souligner parce que c'est quand même bien en avance sur bien des pays européens notamment. Et là, voilà. Donc à la fin du 19e, en fait, le Costa Rica est le premier producteur de bananes. C'est important parce que de nos jours, il a encore cette place-là. Il faut savoir que donc, quand je vous parle un peu de la mainmise des Américains et principalement, c'est vrai qu'ils ont contribué aussi quelque part en investissant à améliorer les équipements de ces pays, entre autres du Costa Rica, et notamment avec le chemin de fer. Ils ont construit le chemin de fer et construisant le chemin de fer, ils se sont dit on a besoin de nourriture pour les ouvriers et ils ont planté des champs de bananes le long du chemin de fer et c'est à partir de là que tout a commencé. Et d'ailleurs, il y a eu la United Food Company, donc une compagnie américaine qui a été créée au Costa Rica. Et d'ailleurs, l'expression République bananière vient de cette période-là. Et le pays, quelque part, passe un peu sous la dépendance quand même des États-Unis. Alors, autre bond dans l'histoire un peu en avant, on arrive à la Deuxième Guerre mondiale. Le Costa Rica a déclaré la guerre à l'Allemagne. Il avait même demandé aux ressortissants allemands de quitter le territoire. Et malgré cette période de troubles, en tout cas en Europe, mais c'est quand même un conflit mondial, c'est une période, là encore, de réforme pour le pays. Il va y avoir un système d'aide sociale qui va être créé, le droit des travailleurs à se regrouper, une réforme agraire, un revenu minimum garanti, et même et l'université, la création de l'université du Costa Rica. Vous voyez, en 1941, les femmes obtiennent le droit de vote, mais également les personnes noires. C'est vraiment une période qui foisonne. Et après la Deuxième Guerre mondiale, en pleine guerre froide, on va dire,
le Costa Rica décide de l'abolition de l'armée, ce qui était quand même vraiment courageux dans cette période-là. Vous imaginez le contexte géopolitique de l'époque. Et voilà, c'est quand même incroyable. Et c'est vrai que je pense que c'est un des éléments importants du pays dont on nous parle souvent et dont ils sont très fiers, et à juste raison. Alors après, rapidement, les années 70, il y a eu l'effondrement des cours du café, de la banane, puis une crise bancaire dans les années 80. Et malgré tout, le Costa Rica a cette stabilité politique, une croissance économique qui lui permet justement d'attirer des investisseurs étrangers. Petit clin d'œil pour 2010, parce qu'il y a la première femme présidente du Costa Rica qui a été élue, Laura Chinchilla Miranda. Et donc, voilà, ce parcours historique très rapide et très résumé pour vous dire que c'est un pays où la démocratie est pérenne, et c'est un pays qui jouit donc d'une image vraiment positive et où on se sent vraiment en sécurité. Alors, je sais que je pense que ce que vous attendez le plus, c'est qu'on parle de la nature, parce qu'elle est juste incroyable, luxuriante. Je disais que c'était un petit pays. Il représente 0,03% de la superficie de la planète. Enfin, c'est rien, avec tout le respect que je dois au Costa Rica, mais c'est vraiment tout petit. Et malgré tout, ce pays, il regroupe 5% de la diversité mondiale, de la biodiversité mondiale, et 3,5% de la vie marine. Donc, c'est juste incroyable. Pour vous donner un exemple, parce que c'est vrai que ces chiffres, ça donne un peu. Sur 1000 km² au Costa Rica, vous avez plus d'espèces et de différentes espèces que sur 1000 km² au Brésil ou en Colombie. Donc, c'est vraiment une nature non seulement présente, mais très, très riche et très variée. Alors, comme je vous ai indiqué là, 200 espèces de mammifères, 850 espèces d'oiseaux et 50 espèces de colibris. Vous voyez en haut à droite, un petit peu que j'ai réussi à prendre sur une branche, qui est rare, parce que vous savez que c'est ce petit oiseau qui vole très vite. Il émet 80 battements d'ailes à la seconde. C'est le seul oiseau qui puisse faire un vol stationnaire. Donc, vous allez en voir beaucoup qui butinent dans les fleurs. Et c'est un spectacle incroyable, parce qu'on voit vraiment c'est vraiment incroyable de voir ces colibris en état stationnaire. Voilà, les oiseaux, en fait, c'est le paradis des ornithologues, parce que en plus, ces oiseaux, ils sont tous colorés et très beaux. Et même si au départ, on n'est pas spécialement passionné par les oiseaux, on le devient, parce que c'est un vrai spectacle. En haut à gauche, je vous ai mis une photo d'un Oropendola, qu'on appelle Cacique de Montezuma. C'est un oiseau que j'ai découvert là-bas, que je ne connaissais pas. Et il a un chant le matin, je l'entendais, je le cherchais. Et j'ai découvert que quand quand on le voit, quand on arrive à le voir, il est sur une branche, et quand il chante, il met la tête en bas et il se redresse. Alors, c'est vrai que vous le dites comme ça. La première fois que j'ai eu ça, je me suis dit, c'est pas possible. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à bien les filmer, donc je ne peux pas vous le montrer, mais il faut y aller pour le voir. En plus, on peut repérer un peu où ils sont, parce qu'ils ont des nids très particuliers qui sont tissés, on dirait que c'est du tissage d'herbe, comme des grosses gouttes qui pendent aux branches. Et du coup, dès qu'on voit tout ça, on les repère, on les voit qui rentrent dans le nid, et c'est un spectacle merveilleux. En bas, je vous ai mis une photo du quetzal en bas à gauche, cet oiseau vert irisé, juste incroyable. C'était l'oiseau mythique des Mayas, et on comprend. Hein. Et puis à droite, vous avez des aras rouges. Là encore, moi, c'est la première fois que j'en voyais voler dans le ciel. C'est un spectacle merveilleux. Alors, ils sont monogames, ils vivent à peu près 50 ans, et on les voit souvent par deux. Et c'est juste incroyable de les voir comme ça. Donc, des oiseaux, je pourrais vous en citer plein. Vous allez en voir plein. Ça, c'est évident, c'est un spectacle extraordinaire. Alors, les mammifères. J'ai dit 850 espèces de mammifères. Je vous ai mis quelques exemples. Je vous ai mis des photos que j'ai faites moi pour vous montrer qu'on les voit très bien. Je ne suis pas photographe. Je n'ai pas un appareil photo avec un zoom de 300 mm. On les voit très, très, très proches, en fait. Hein. Vous voyez, en haut à gauche, c'est un coati, un petit rongeur qui est très mignon. Il a les yeux tout noirs. Et c'est vrai, quand on regarde, on a l'impression que c'est une puce. On aurait presque envie de le prendre. Et surtout, pas, et on vous le dira, et votre guide vous le dira, les animaux, on ne les touche pas. Il ne faut pas oublier, même s'ils sont mignons, ce sont des animaux sauvages, on vit ensemble, mais voilà, on ne les touche pas, on les regarde. On ne leur donne pas à manger, on ne laisse rien traîner, parce que voilà, il faut respecter leur environnement, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment adorables. Au milieu, vous avez un petit agouti qui est un rongeur aussi.
En haut à droite, j'ai mis un iguane. Alors là aussi, les iguanes, vous allez en voir de toutes les couleurs. Il y en a des grands, des petits. J'ai découvert qu'ils nageaient très bien. On les voit à la surface de l'eau. C'est assez impressionnant. Et là aussi, on les voit très bien. Et c'est un animal qui ressemble vraiment à un animal préhistorique. Euh, c'est vraiment une curiosité. On les approche. Enfin, on peut les voir vraiment d'assez près. En bas à droite, vous avez un petit paresseux, parce que ça, c'est typique du Costa Rica. Alors, vous voyez, c'est difficile à voir. En plus, là, bon, il nous tourne un peu le dos, on a sa tête qui est là. Son pelage est vraiment de la couleur des arbres. Et comme le paresseux, comme un peu son nom l'indique, il ne bouge pas beaucoup, il reste en haut des arbres, il est tout en haut de l'arbre, c'est très difficile à voir. Et ça, le Costa Rica, si on n'a pas un guide, on passe à côté de tout. 90% des animaux, parce que bon, les petits mammifères qui sont sur la plage, on les voit, mais tout ce qui est dans les arbres, on ne les voit pas bien. Et les guides, ils sont incroyables parce qu'ils savent à quel moment de la journée on pourra voir telle bête, et à quel endroit, dans quel arbre. Donc, le paresseux, sans les guides, on le voit pas, on n'arrive pas à le deviner. Et en bas à gauche, vous avez un tapir. C'est assez rare de voir le tapir. Moi je l'ai vu au parc du Coronado. Et voilà, dans son bain de boue, il était tranquille, mais c'est assez rare. Alors, consciemment, enfin volontairement, je ne vous ai pas mis de photos de félins. Il y a des félins au Costa Rica. Il y a entre autres le jaguar qui est le plus grand félin. Mais je ne vais pas vous en mettre parce qu'ils sont très durs à voir et ce serait vous mentir de vous mettre des photos. C'est vraiment très difficile. Même les guides ont du mal à en voir. Il faudrait partir en expédition plusieurs jours dans la réserve, dans la forêt. Moi, j'ai vu quelques félins dans des refuges pour animaux blessés, donc c'est déjà moins gai. Mais voilà, mais il y a tellement d'autres espèces qu'on en prend plein les yeux tous les jours. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que au Costa Rica, on retrouve un peu son âme d'enfant parce qu'on s'émerveille de tout, en fait. On a oublié un peu cet émerveillement de nos jours dans nos vies, un peu où on court partout. Là, c'est un régal pour les yeux et pour les émotions. Alors, je vous ai mis des petites grenouilles parce que là aussi, si on n'a pas le guide, on ne sait pas les trouver, on ne sait pas où les regarder. Et ces petites grenouilles, des fois, elles ne font pas plus qu'une phalange. Hein, donc, des fois, elles sont toutes petites. Et puis surtout, alors là, il ne faut pas les toucher parce que certaines grenouilles sont vénéneuses, elles sont très jolies, mais vraiment pas les toucher. Les papillons, et à peu près un quart des papillons de la planète qui sont au Costa Rica. Et puis en bas, je vous ai mis ce qu'on appelle la arribada. C'est l'arrivée des tortues qui reviennent pondre sur leur plage, enfin là où elles sont nées. Et ensuite, il y a l'éclosion des petits qui repartent. Ça, c'est la plage d'Ostional, c'est sur le Pacifique. Alors, les arribadas, c'est un peu comme les safaris en Afrique. On ne peut pas vous dire tel jour, vous verrez telle espèce, c'est pas possible. Hein. Mais on sait qu'il y a certaines saisons où on a plus de chances d'en voir. Au Costa Rica, on voit en gros, on peut avoir la chance de voir 5 espèces de tortues sur les 7 existantes. Il y en a, on peut en voir sur le côté Pacifique et sur le côté de la mer des Caraïbes. Et puis, je ne vous ai pas parlé, j'ai pas mis de photos de baleines, mais on peut voir des baleines selon la saison aussi, côté Pacifique. Quand on va au parc du Coronado où on prend un bateau, là, on voit en général, on voit des fins assez souvent. Et selon la période, on peut également voir des baleines. Alors, quelques photos aussi de la flore, parce que bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup des animaux, mais là aussi, c'est une explosion de fleurs. Vous voyez, toutes ces fleurs, des fougères arborescentes, des orchidées. Il y a 1200 espèces d'orchidées au Costa Rica. Enfin, vraiment, il y en a pour tous les goûts, je dirais. Et j'ai mis quand même un petit clin d'œil en haut, une cabosse de cacao, parce que je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure quand je parlais des exportations. Le cacao est produit. Il y a plein de production de cacao également au Costa Rica. Voilà, ça c'est la grosse partie du voyage, ce qu'on attend quand on va au Costa Rica, c'est la nature. Mais on ne parle pas souvent de la culture au Costa Rica, ce qui est dommage parce que on peut dire elle est discrète parce qu'il n'y a pas de grands sites archéologiques, mais en même temps, elle est quand même présente. En haut, je vous ai mis une photo, vous voyez, en haut d'un petit objet en or à Saint-José. Il y a des musées intéressants, mais il y en a deux particulièrement qui sont vraiment très beaux. C'est le musée de l'or et le musée du jade. Cette pièce-là vient du musée de l'or. Et donc, ce sont des témoignages justement de la période précolombienne. Pardon, j'ai fait. Voilà, je me remets là. Et tout comme la photo que vous avez en haut à droite, ce sont des sphères en pierre. Alors, ça, c'est vraiment la particularité du Costa Rica. On a trouvé environ 235 sphères sur le territoire. Alors, pour l'instant, on ne connaît pas trop leur signification. Elles peuvent aller de 20 cm à 2 mètres de circonférence. Et surtout, ce sont des sphères
parfaites. On imagine qu'elles auraient été créées entre moins 300 et plus 300, enfin moins 300 avant Jésus-Christ et plus 300, enfin 300 après Jésus-Christ. Voilà, on ne sait pas trop ce que c'est pour l'instant. Il y a des chercheurs évidemment qui analysent tout ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'elles font partie du patrimoine de l'UNESCO. Hein. C'est vraiment une particularité du Costa Rica. Je vous ai mis également une photo en dessous du Théâtre national de San José. C'est sûrement l'un des plus beaux l'un des plus beaux monuments de la capitale. C'est vrai qu'il n'y a pas de grande ville coloniale au Costa Rica. Et ça, c'est un exemple d'architecture intéressante. Il date de 1890 et il a été construit grâce aux taxes sur le café. Donc à l'intérieur, il y a des fresques aussi qui racontent la culture du café. Ensuite, la photo du bas, c'est Cartago. Alors, Cartago, ça se trouve à 30 km de San José et c'était l'ancienne capitale du Costa Rica jusqu'à 1823. Donc, on peut voir encore une cathédrale qui est en ruine. Et là, la photo que vous avez, c'est la basilique de Notre-Dame-des Anges et c'est un lieu de pèlerinage très important. Tous les ans, le 2 août, il y a un grand pèlerinage. Et voilà, donc c'est l'église probablement c'est l'église la plus connue du Costa Rica. Et enfin, à gauche, vous avez le détail d'une charrette. On appelle ça las carretas. Ce sont des chars qui ont été créés au 19e siècle pour transporter du café. Et petit à petit, les gens ont commencé à les décorer. Les décors étaient de couleurs différentes, avec des dessins différents selon les régions ou selon les villages. Et depuis 2005, ces charrettes font partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Donc, vous voyez, il y a plein de choses aussi à découvrir au niveau culturel au Costa Rica. Mais on ne peut pas parler d'un pays sans parler de sa population, parce que c'est quand même le cœur, c'est la population qui crée le pays. Donc, c'est une population multiethnique. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui sont venus du vieux continent, et pas que des Espagnols d'ailleurs. Il y avait aussi des Allemands, des Anglais, des Polonais, des Italiens. Ensuite, il y a une deuxième vague, il y a eu des Chinois, des Libanais. Et puis, il y a eu des Jamaïcains qui sont venus au 19e siècle pour travailler sur les chemins de fer. Et puis, il y a aussi les Indiens. Alors, de nos jours, je vous avais dit qu'ils avaient été malheureusement bien décimés à l'arrivée des Espagnols, mais de nos jours, on compte 65 000, on imagine à peu près 65 000 personnes, soit 1,5% de la population qui est indienne. Certains vivent, avec les enfin voilà, ils ne sont pas regroupés, d'autres sont regroupés en communauté. Il y a à peu près 22 réserves réparties sur 321 000 hectares. Donc voilà, ils ont leur terre et eux essaient de faire perdurer leur tradition. Et alors, autre particularité du Costa Rica, c'est la zone bleue. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la zone bleue. C'est un endroit où les gens vivent plus longtemps que la moyenne et surtout en meilleure santé. Et sur la planète, il y a 5 zones bleues. Il y a Icaria en Grèce, Okinawa au Japon, Loma Linda en Californie, certains villages de Sardaigne et la péninsule de Nicoya au Costa Rica. Donc, depuis une vingtaine d'années, les chercheurs essaient de comprendre pourquoi ces gens-là vivent mieux et plus longtemps. Et alors, je vous ai mis une petite photo, la deuxième, c'est cette petite dame que j'ai rencontrée sur la péninsule de Nicoya qui a essayé de m'apprendre à faire des tortillas. Malheureusement, je n'étais pas très douée, mais quelle leçon. Je pense qu'à l'époque, elle devait avoir 88 ans. Elle avait, je crois, 27 petits-enfants et elle avait un sourire, elle était pétillante et pleine d'énergie. Et c'est vrai que ça force admiration et on se questionne aussi quelle est cette hormone de jeunesse en fait. Et en fait, les études ont montré que ces gens-là, donc quelles que soient les zones géographiques, bénéficiaient d'un environnement naturel préservé, donc peu urbanisé, une alimentation saine et plutôt d'origine végétale. Alors au Costa Rica, il y a le gallo pinto. C'est un plat à base de tortillas de maïs, de haricots noirs, de riz et parfois avec du poulet ou du bœuf. Et donc voilà, c'est peut-être aussi la recette miracle. Bon, tous ces gens-là aussi boivent peu d'alcool, ils ont une activité physique constante ou en tout cas régulière, mais ne serait-ce que faire du jardinage ou faire ses courses ou aller à vélo. Et ils ont une vie sociale riche, ça, les chercheurs insistent beaucoup là-dessus. Il y a vraiment des échanges intergénérationnels et une bienveillance. Ce ne sont pas des gens qui vivent tout seuls. Et enfin, ils ont une grande spiritualité, une pratique religieuse régulière. Voilà, je vous ai livré les secrets de la longévité, en tout cas
dans ces zones bleues. Et puis pour finir, quelques portraits de Ticos. Alors oui, Ticos, voilà, on dit les Ticos surtout, c'est pas péjoratif, on les appelle comme ça, c'est plutôt même affectueux, donc pour dire les Costariciens. Et donc je vous ai mis le portrait en haut à gauche de José Figueres Ferrer, qui était président de la République et qui est vraiment le personnage historique probablement le plus connu et le plus respecté au Costa Rica. Et c'est grâce à lui notamment qu'il y a eu l'abolition de l'armée. L'autre président qui est à droite là, de la photo, c'est Oscar Arias Sanchez. Il était président dans les années 80 et il a reçu le prix Nobel de la paix en 87 pour avoir engagé et imposé le processus de paix en Amérique centrale. Et ça a marché parce que pas beaucoup de gens y croyaient en fait. Et enfin, au milieu, vous avez le portrait de Franklin Ramon Chang Diaz, qui est d'origine costaricienne. Et c'est un peu un clin d'œil parce que j'ai découvert la dernière fois que je suis allée au Costa Rica, c'est un astronaute qui a été sélectionné par la NASA et en 80, il a été sélectionné et il a fait 7 missions à bord de la navette spatiale. Donc, c'est vrai, quand on pense à ce petit pays, il y a plein de pays, je pense, qui rêveraient d'envoyer un astronaute dans l'espace et ce qui a réussi même à envoyer quelqu'un dans l'espace. Donc, je trouve ça extraordinaire. Voilà, donc c'était une présentation assez rapide. Donc, je terminerai en disant pour oui, là, ça peut-être que Roxana pourra vous en reparler, c'est la formule, enfin, c'est devenu un slogan pour le pays, mais c'est surtout une manière de vivre, une philosophie. Quand on vous demande là-bas comment vous allez, vous dites pour oui, là, s'il n'y a pas de problème, c'est pour oui, là. Et c'est un peu le Hakuna Matata qu'on dit au Kenya. Donc, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce pays qui est plein de ressources et un modèle à suivre. Et on va peut-être, je vais rendre la parole à Sabrina parce qu'on va vous mettre une petite vidéo là aussi. Hein, c'est une vidéo que j'ai faite, donc c'est pas hyper professionnel, mais c'est vraiment fait avec le cœur et c'est pour vous montrer vraiment ce voilà, sans filtre. Voilà, donc comment je fais, Sabrina? Tu as besoin C'est bon. Normalement, je peux le faire. Merci. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette belle présentation. C'est vrai que ça donne envie d'aller au Costa Rica. Ah, je pense qu'il y a un problème, Sabrina. Ouais. Vous m'entendez? Bon, il y a la musique, mais il n'y a pas l'image. Hein. Voilà. Et en double, Sabrina. Ah, mais c'est pas. Tu la relances. C'est pas chez toi, justement, qu'il y a le son par hasard, Nathalie? De ton. Attends, Parce que moi, j'entends pas d'autres sons. Les aléas du direct. C'est bon? Voilà, ces belles images du Costa Rica qui donnent vraiment envie. Donc, je vais reprendre la main pour, à mon tour, vous parler plus en détail du programme que nous proposons et que nous avons, comme je le disais tout à l'heure, produit et monté avec Roxane, qui vous en parlera aussi un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer dans un premier temps le programme
que nous vous proposons. Hop. Voilà. Donc, comme vous le voyez sur la carte, donc c'est dans un premier temps déjà c'est un programme qui va durer 16 jours, qui est entre 4 et 8 participants pour les personnes qui ont l'habitude de voyager avec Explorator. Comme vous le savez, on a toujours limité le nombre de participants pour les groupes qui sont en général de 8. Ça peut aller jusqu'à 12, mais en principe, on veut que ce soit vraiment des très petits groupes. Donc, un minimum de 4 et maximum de 8 pour une durée de 16 jours. Le gros avantage de notre circuit au Costa Rica, c'est que c'est un circuit vraiment très complet et qu'on a décidé d'aller dans des régions qui sont soit un peu plus reculées ou comme le disait tout à l'heure Nathalie, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de touristes au Costa Rica. C'est un pays qui est très demandé en termes de tourisme, notamment par les Américains, mais qui se concentre sur la côte ouest, donc sur la péninsule de Nicoya qui est à l'ouest du Costa Rica. Et comme vous le voyez sur la carte, nous avons décidé de ne pas nous y rendre parce que tout simplement en termes d'intérêt, même si c'est très joli, hein, j'ai eu la chance moi-même d'y aller. C'est vrai que c'est aussi très intéressant, mais il n'y a pas le même charme et en tout cas, il n'y a pas ce que nous recherchons nous avec Explorator. Donc comme vous le voyez, donc nous partons de San José, nous allons jusqu'à la côte est, donc la côte caribéenne du Costa Rica, qui elle est restée encore très authentique. Ce qui est intéressant aussi au Costa Rica, c'est que néanmoins, c'est un petit pays, mais néanmoins, on peut quand même avoir des différences assez impressionnantes entre les populations, que ça soit à la région centrale, donc la capitale de San José ou Cartago, et encore donc sur la côte caribéenne, où il y aura une ambiance très caribéenne, vraiment totalement différente, ou encore dans le nord ou à l'ouest du pays. C'est vraiment des ambiances différentes dans un même pays, mais toujours avec la même notion de voyage responsable, de nature luxuriante, comme le disait Nathalie. Ils sont tous vraiment le terme pura vida, c'est vraiment un terme qu'on voit au quotidien quand on est en voyage au Costa Rica. Tous les Costariciens sont amoureux de la nature et ils ont grandi comme ça et ça fait vraiment partie de leur éducation. Et à travers ce voyage, vous allez vraiment pouvoir visualiser tout ça et le vivre. C'est encore mieux. Pour les points forts donc de ces circuits, c'est des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est également, comme je disais, un circuit très complet. Il y a des volcans qui sont très impressionnants à voir, notamment le volcan Arenal ou Iratsu. Donc c'est impressionnant de voir des volcans encore actifs et qui sont très proches. Donc notamment sur le volcan Arenal, quand on est dans le parc national Arenal ou même dans la ville juste à côté, on le voit très très bien. Donc c'est vraiment impressionnant et c'est à voir. Ensuite, on va également visiter un refuge pour les paresseux. Donc il y a pas mal de refuges justement au Costa Rica. Ils sont tellement amoureux de la nature et ils prennent tellement soin justement de leur nature et de la faune qui y est présente, qu'il y a pas mal de refuges. Donc c'est très intéressant. Ils prennent vraiment très soin des animaux et évidemment tous les animaux, tous les oiseaux pardon qui sont sur place. Donc vous allez vraiment, on va aller dans des réserves vraiment spécifiques pour très bien le visualiser et vous allez avoir un guide super qui pourra vraiment vous montrer chaque animal, vous expliquer leur spécificité. C'est pour ça aussi qu'on a décidé de mettre une fenêtre par passager dans le véhicule, tout simplement pour pouvoir profiter des paysages lors de votre visite et lors des trajets durant votre voyage. Donc à savoir pour le vol, on essaye de ne pas passer par les États-Unis. En général, c'est vraiment sûr on n'y passe jamais, notamment par rapport à l'ESTA, où on sait aussi qu'il y a pas mal de voyageurs, d'explorateurs qui ont voyagé dans certains pays où c'est un petit peu compliqué ensuite de passer par les États-Unis. Donc voilà, en général, c'est par l'Espagne. Après, on le verra au fur et à mesure. Le départ donc le prochain départ est fin novembre. Et après, c'est en fonction évidemment des vols qui seront disponibles. Donc, comme on le voit sur la carte, on va vraiment faire
voilà, on va vraiment voir le nord du pays, donc qui est qui est très luxuriant, hein, comme le reste du pays, mais c'est vraiment pour voir, le parc national Arenal, mais également, la réserve biologique, qui est sur place. Ensuite, le jour 3, bah, on descend jusqu'à Cocles, Puerto Viejo, donc qui est à la frontière, du Panama, comme je le disais, qui est sur la côte caribéenne. Ensuite, on va visiter le parc national de Cahuita, on va également, remonter ensuite jusqu'à, à nouveau la Fortuna, donc qui est, pas loin du parc, national Arenal, qui est juste là. Le programme de toute façon vous a été envoyé, hein, je préfère vous faire un tour assez succinct de celui-ci et ensuite vous pourrez évidemment, revenir vers Kevin ou moi-même, donc au service commercial d'Explorateur pour avoir, plus de détails et Roxana va également, vous donner un peu plus de détails elle qui connaît très bien le Costa Rica. Donc ensuite, on a décidé donc de redescendre vers, Manuel Antonio. Donc comme vous le voyez ici, après la région nord, du Costa Rica, on redescend jusqu'au parc national, Manuel Antonio, où vous avez, bah, toute la matinée au parc national et ensuite, l'après-midi au bord de la plage. C'est vraiment, très intéressant comme région et très différente du reste du pays. On y reste pas très longtemps pour redescendre et pour avoir un peu plus de temps et pour aller au parc national de Corcovado, qui est un parc, qui est un peu plus, reculé. Déjà, ce qui est intéressant dans ce parc, c'est qu'il y a un peu moins de monde, notamment, parce que, il y a très peu de transports publics. Donc déjà, toutes les personnes qui ne sont pas véhiculées, en général, n'y vont pas. Moi, par exemple, qui suis allée, sans louer de voiture et qui a utilisé les transports publics lors de mon voyage. J'ai pas eu l'opportunité d'y aller. Donc déjà, ça restreint un petit peu, l'accès et ça vous permet d'avoir un parc national encore beaucoup plus authentique et plus reculé, donc au sud-ouest, du pays. Donc ensuite après, ce séjour, dans ce parc national, on va remonter pour rejoindre à nouveau San José et la région de Cartago. Nous avons également la possibilité évidemment de faire, des extensions, notamment à Tortuguero, donc qui est également sur la côte est, donc la côte caribéenne, du Costa Rica, qui est très connu, comme son nom l'indique, pour les tortues, mais également, pour son ambiance caribéenne. Heu, je vais laisser la main à Roxana avant de reprendre la parole et de vous parler un peu plus, des tests PCR, mais de toute façon Roxana va également vous en parler. Je vais vous parler également des visas et des dates, que nous avons programmées. Donc Roxana, je te laisse la main pour compléter nos dires sur le Costa Rica. Bon, bonjour, merci d'être présente. Et, bah, je suis Roxana, moi, je suis la représentante au Costa Rica d'Explorateur. Donc, les voyages qu'on a conclus pour Explorateur, c'est des voyages qui sont très équilibrés en essayant de mettre un petit peu de tout dans le programme. La grosse avantage de ce type de circuit, c'est qu'on n'est pas nombreux. Donc, ça nous permet également de faire des petits détours. Bien sûr, vous avez un programme très spécifique, mais si par exemple, vous avez des envies particuliers, si on voit par exemple des toucans aussi, on voudrait faire un halte particulier parce qu'il y a quelqu'un qui est particulièrement intéressé dans les orchidées, dans certains types de fleurs, et on le fait. Donc, on équilibre très bien ça. Vous avez un guide et un chauffeur qui est à votre disposition pendant tout le séjour. Également, dans certaines zones, comme la région de Drake Bay, vous avez des capitaines et des marins qui vont vous accompagner. Donc, la particularité dans la zone de dans Drake Bay, c'est que vous allez avoir un bateau privé pour vous pour aller de Sierpe jusqu'à Drake Bay. Et cela, pas énormément de personnes le font parce que c'est des tours qui sont déjà conclus avec un itinéraire fixe, mais cela, ça nous permet de faire des navigations dans la mangrove, qui pour nous, en fait, personnellement, je trouve que c'est un bijou de votre séjour.
Donc là, on fait des navigations dans les différents canaux de la mangrove des CRP pour finir à l'embouchure et on va se faire un petit halte dans une île qui s'appelle Violincitos. Et cette île-là, il y a une énorme colonie des oiseaux marins, notamment des frégates magnifiques, et c'est ça qui se gonfle en rouge, et c'est vraiment extraordinaire. Donc, je voudrais également vous parler de la situation sanitaire au Costa Rica. Si bien nous, on fait énormément d'attention avec les aspects hygiéniques en général, même avant le Covid. Maintenant, on fait un petit peu plus de précautions. Donc, il faut savoir que l'utilisation des masques, c'est obligatoire pendant tout le séjour, surtout dans le minibus, dans les hôtels, dans les restaurants, tant qu'ils ne sont pas placés à table. Il faut savoir également que notre minibus, il est fourni avec une solution alcoolique pour le nettoyage des bagages lors de votre arrivée. Le chauffeur, il va manipuler également votre bagage avec des gants. En prise de température, c'est juste pour une question de sécurité, va être prise chaque fois que vous montez dans le minibus et dans certains refuges comme Curicancha, comme Mystico Park, vous allez avoir des prises de température également. Donc, dans le minibus, vous avez aussi un dispositif UVC, que c'est une lumière qui s'avérait très réactif contre le virus de COVID-19. Donc, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de sécurité dans notre voyage. Également, pendant les balades, vous avez votre guide qui est équipé avec des gels hydroalcooliques et des lingettes pour nettoyer les mains, etc. Ça, en fait, c'est des choses qu'on faisait même avant. On avait toujours des gels, des serviettes, mais c'est une question que pour nous, c'est plutôt normal. Depuis toute petite, il nous apprend qu'il faut bien se laver la main avant manger, après manger, avant d'utiliser les toilettes, après d'utiliser les toilettes. Au Costa Rica, c'est très habituel, par exemple, quand on doit se moucher ou éternuer, on ne le fait jamais à table. Mais ça, c'est une question de coutume au Costa Rica. Jamais on se mouche à table. Donc, ça, c'est des petites choses qu'on faisait déjà naturellement avant et que maintenant, on fait un renforcement juste pour une question de sécurité. Donc, pour les formalités, pour entrer au Costa Rica, vous avez besoin d'avoir votre preuve COVID négative. Et également, vous devez remplir un document, lequel vous sera fourni en français. Et on vous donne un exemple comment ça se présente le document en espagnol et la traduction en français et ça que vous devez répondre dans le questionnaire. Et c'est les deux formalités actuellement pour entrer dans le territoire. Et après, toutes les règles mises en place comme la distanciation sociale et les fameuses bulles familiales qu'on appelle, que c'est vraiment pour les groupes. C'est-à-dire, on reste dans notre groupe. Et ça, c'est un devoir de guide, de surveiller que vous restez toujours dans votre ambiance groupal. Et également pour les navigations, on a réduit, certains bateaux sont privés et certains sont vraiment réduits au nombre de participants. Également, le capitaine des bateaux, les marins, ils sont emportés des masques et des systèmes de désinfection pour les bateaux, etc. Donc, nous, on est prêts. On est prêts pour recevoir les personnes. Le respect des règles sanitaires, ils sont très suivis. On a fait des formations pour notre guide, notre chauffeur, et en fonction
des règles sanitaires. Comme je vous disais, je disais à Nathalie, le plus difficile pour les Costariciens, c'est le fait de ne pas pouvoir serrer la main. Mais à part ça, toutes les règles sanitaires, c'est des choses qu'on faisait naturellement avant. Donc, que vous dire d'autre? Merci. Le visa, l'assurance aussi, Roxana, donc tu nous disais qu'il y a une assurance Covid qui était obligatoire, hein, c'est toujours le cas? Oui, alors avant, il y avait une assurance qui vous devez prendre sur place. Après, par la suite, on a fait un petit peu appel parce qu'on trouvait que c'était très cher sur place. Et finalement, ils ont décidé que toutes les assurances, à condition que ça couvre au cas de Covid, Oui, le logement, les soins oui, médicaux, etc., en cas de quarantaine, oui. et que ça soit couvert. OK, Mais parfait. vous pouvez utiliser tranquillement l'assurance que vous savez directement en France. Oui, oui, oui. Donc justement là, nous on a une assurance donc évidemment avec le Covid, il y a pas mal de choses qui ont été mis en place, et notamment notre partenariat avec l'assurance. Donc l'assurance, multirisque notamment qui est à 4,20 du prix du voyage, vous couvre pour tout ça. Par rapport au Covid, pour, si par exemple vous êtes testé positif, vous êtes remboursé. Si sur place, il y a le moindre problème, une quatorzaine ou quoi que ce soit, au moins vous avez déjà, voilà, vous êtes rassuré sur ça et tout est pris en charge. Si vous prenez une autre assurance de votre côté, n'hésitez pas à nous appeler, on pourra faire le point avec vous, vous renseigner aussi si vous prenez, l'assurance de votre carte bancaire pour Ouais. voir s'il y a vraiment les Covid, enfin, s'ils ont mis en place, voilà, quelque chose en plus. OK. Pour les assurances de la carte, c'est bien que tu le mettes en valeur Oui. parce que je me suis renseignée et Mmh. suivant la carte Visa ou Visa Première, Oui. il inclut les soins médicaux, Mmh. mais Mmh. ça ne comprend pas Oui, ça suffit en pas. cas de quarantaine, l'hébergement et la nourriture. Oui, Donc, voilà. C'est pour ça qu'on si vous conseille, ouais, de prendre l'assurance spécialisée tourisme. Oui. Si vous prenez par exemple votre assurance Carvisa, il faut prendre quand même un complémentaire d'assurance. Complémentaire. Oui. Mhm. Bon, bah, c'est parfait, Parce on que a bien fait c'est de une parler de chose ça. indispensable. Ouais, C'est oui, oui. très Ouais, dans le pays. parfait. Autre chose que j'aimerais également mettre en avant, c'est du coup le test PCR, c'est 72 heures, donc il doit être fait, maximum 72 heures avant, le départ. Donc voilà, ça c'est quand même, maintenant pour tous les pays, on a besoin d'un test PCR, mais c'est toujours un peu différent en fonction des pays. Parfois c'est 48 heures, parfois c'est 96. Dans ce cas-là, c'est 72 heures. Donc Mhm. ça aussi, on pourra en parler. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas. On pourra en parler ensemble et vous conseiller, sur certains laboratoires, notamment en région parisienne. Pour les prochains départs, donc je vais Juste vous faire un petit point. pour, Oui, pour vas-y un Roxane. question actuellement sur le test Covid. Oui, Et on est en train de travailler avec l'Institut costaricien de tourisme pour oui. essayer d'élever ces règles, mais jusqu'à présent, c'est présente et c'est la traduction de votre test Covid. Mais je viens d'avoir des nouvelles aujourd'hui. Et ils ont mis ça sous la table, donc j'attends des nouvelles pour savoir si ça sera obligatoire ou si on pourrait le présenter en langue originelle. En tout cas, on a également toute la liste des traducteurs qui peuvent vous faire la traduction sans aucun problème et par mail. Donc, vous devez Voilà. parler présentiellement. Nous, on pourra vous accompagner dans cette démarche si c'est toujours le cas, on a encore un mois, le prochain départ est le 24 novembre. Mais si c'est toujours le cas, évidemment, on vous donnera tous les renseignements pour pouvoir, faire traduire. Suffira de l'envoyer par mail et ils vous le renverront, traduit en espagnol. Là, comme Roxana le disait et nous l'expliquait, étant donné que c'est une langue latine et qu'entre negativo et négatif, il n'y a pas de grande différence, on est en train de négocier pour voir si c'est possible. Mais dans tous les cas, on vous accompagnera et si c'est une traduction à faire, ça sera assez simple normalement, de faire cette traduction. Donc comme on le disait, on est sur, des petits groupes donc de 4 à 8 participants. Le prochain départ est le 24 novembre, donc du 24 novembre au 9 décembre et ensuite nous avons des départs en janvier, mars,
En général, la meilleure période, c'est justement soit en fin d'année, soit en début d'année pour la France, donc plutôt l'hiver chez nous. C'est là où il y a le climat le plus propice et c'est là aussi où on a envie de s'évader et d'aller en pleine nature et, et avoir un peu plus de chaleur. Donc, prochain départ, le 24 novembre. Le voyage pourra se faire, comme on le disait, dans de bonnes conditions. Les Costariciens ont tout mis en place pour nous accueillir. Et les prochains départs, voilà, comme vous le voyez, à un prix de 5 995 € pour la petite base, donc de 4 à 5 participants, et de 5 695 € de 6 à 8 participants. Normalement, vous connaissez un petit peu. Vous avez un bouton en bas à droite qui vous permet de converser. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vérifier si j'ai eu des questions. Un petit peu de cherche, je reviens, je vais connecter. Oui, pas de souci. Ou si vous voulez prendre la parole aussi, hein, vous pouvez activer votre micro. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur le pays en général, sur l'aspect un peu plus technique, on est à votre disposition. J'espère que peut-être qu'on a été très clair, sûrement. J'espère qu'en tout cas, cette réunion d'information vous a plu. Comme je le disais au tout début de la réunion, on va vous envoyer une fiche d'appréciation pour avoir vos retours sur la réunion, sur ce format et savoir avoir vos retours pour qu'on s'améliore toujours un peu plus. Merci beaucoup Roxana pour ta présence et pour le temps que tu nous as accordé. Merci Nathalie de cette belle présentation du Costa Rica. Ça nous a fait un petit peu voyager et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, si vous voulez plus d'informations ou si vous voulez poser une option, comme vous le savez. Roxana, tu vas ajouter quelque chose? L'unique chose que je pourrais ajouter, c'est qu'on vous attend. On vous attend pour vous Exactement. montrer notre merveilleux pays, la flore, la faune, les cultures et surtout les ticos qui vous attendent vraiment avec les bras ouverts. Ça nous donne envie d'y aller aussi avec Nathalie. Je vous On souhaite vous attend, hein, pura vida. avec plaisir, pura vida. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt pour les prochaines réunions. Il y aura le Nicaragua et l'Égypte, mais aussi d'autres réunions d'information. Donc, n'hésitez pas à vous tenir informés sur le site internet ou par la newsletter que vous recevez normalement tous. Merci beaucoup, très bonne soirée. C'est bon, Au revoir. Au revoir.